l'opposition et la résistance au commerce, elle a gagné toutes les branches de l'opinion publique. Il y a l'impression maintenant chez les Américains que le commerce profite à tout le monde, à commencer aux multinationales, mais pas aux Américains. Ce qui n'est pas faux. Because that's all America exports. It's guns, missiles, and tanks. That's it. We need to bring production back to America. Entre 2001 et 2008, il y a à peu près 2 400 000 emplois qui sont partis, qui ont disparu, soit parce qu'il y a eu des importations massives, soit parce qu'ils sont partis à l'étranger en délocalisation, etc. Donc, c'est surtout à l'heure actuelle une période de grand désarroi. La balance commerciale américaine, elle est déficitaire. Le phénomène n'est pas nouveau. Donc, si on regarde un peu les comptes extérieurs des États-Unis depuis la guerre, les États-Unis sont passés, je dirais, au travers de deux grandes périodes. La première période, c'est la période qui va de l'après-guerre aux années 70. Si les États-Unis sortent de la Deuxième Guerre mondiale, c'est la première puissance au monde, des excédents commerciaux. Donc, c'est une première période, je pense qu'il faut bien avoir bien placé, parce que c'est une période où le commerce n'était pas considéré comme quelque chose d'important. C'était quelque chose d'important, oui, la mesure où les États-Unis importaient des marchandises, mais c'est une période où le commerce représentait peut-être 5% du PIB. La croissance, à l'époque, était également aussi orientée vers le plein emploi, vers l'économie domestique, l'économie intérieure. La deuxième période, alors, elle commence, je dirais, avec les années Reagan. Là, je pense qu'il y a vraiment un changement majeur qui s'opère. C'est sûr que d'abord Ronald Reagan veut mettre de l'ordre dans les affaires économiques intérieures, les affaires internationales, une politique, une approche très agressive, donne le signal que la récréation est finie. Là, à partir des années 80, le commerce devient un élément fondamental de la croissance, du développement. Ça s'inscrit dans une politique générale au niveau international d'ouverture des marchés. On ne parle plus de libéralisation ordonnée, on parle de libre-échange. On touche toutes sortes de domaines, la propriété intellectuelle, les investissements. Bref, c'est la grande machine qui est ouverte de la libéralisation des échanges. Pas simplement, on y va étape par étape, progressivement. C'est le bulldozer qui est en marche. Et ce qui est étonnant, c'est les deux périodes suivantes. Parce qu'on a souvent opposé la décennie 90 de Bill Clinton à celle de W. Bush, les années 2000. Mais quand on regarde ça, ces deux administrations-là, dans le fond, ils suivent la même track, ils suivent la même voie. C'est-à-dire que là, les changements qui ont été introduits par Ronald Reagan, on ne revient pas en arrière. On va au contraire de l'avant. Toujours plus d'ouverture de marché, toujours plus de champs couverts. Et là, c'est là que devient le paradoxe. Il y a une espèce d'arrogance, d'assurance, les investissements qui viennent, etc. Et là, quand on regarde un peu tout ça, on voit que les politiques, dans les deux cas, ont énormément de difficultés à avancer. Ça, c'est la première chose qui est frappante. Une difficulté à la fois à l'externe, des résistances qui viennent non pas comme auparavant de l'Europe ou du Japon, mais des résistances qui viennent de la Chine, qui viennent de nouveaux pays, le Brésil, qui viennent des pays émergents, comme on les appelle aujourd'hui. L'autre résistance, c'est à l'intérieur. C'est que non seulement quand on a une politique qui est de plus en plus ouverte, tournée vers l'extérieur du côté de l'administration, à l'intérieur, il y a une résistance qui croît de plus en plus. Au sein même des partis, il y a une majorité de plus en plus forte, autant au sein du Parti démocrate que du Parti républicain lui-même, qui commence à douter de la globalisation, qui doute des avantages du commerce, pour diverses raisons. Et le doute augmente non seulement, je dirais, au niveau du Congrès, mais dans l'opinion publique. On a l'impression, à partir des années 90, ce déficit se creuse. Forcément, il se creuse. On a vraiment l'impression que chaque fois que les États-Unis signent un accord de libre-échange, le déficit augmente encore plus. Il y a le déficit avec le Canada, le déficit avec le Mexique, surtout le déficit monstrueux avec la Chine. C'est devenu un poids énorme. Parce que dans le fond, Obama hérite d'une situation. C'est très difficile pour les États-Unis, tellement ils sont liés à l'extérieur, de se refermer.
C'est-à-dire que pratiquement un emploi sur deux des grands groupes américains, qui sont l'automobile, l'électronique, etc., sont à l'extérieur. Ça, c'est un point qui est vraiment marquant. Cette politique commerciale américaine, elle est comme bloquée. Elle est bloquée, je ne peux pas revenir en arrière, mais je ne peux pas aller plus en avant. Et donc, ça apparaît, ici, on voit très bien le désarroi de l'administration Obama, qui n'a pas de stratégie commerciale. N'ayons pas peur des mots, ils ne sont pas capables de définir une stratégie. Ils ne savent pas quoi faire. Ils ne savent pas quoi faire, non seulement avec ce déficit qui est énorme, qu'on a du mal à résorber, qu'on a d'autant plus de mal à résorber que ce déficit est alimenté par les multinationales américaines elles-mêmes, qui est alimenté aussi par un yuan qui est sous-évalué. Bon, il y a toutes sortes de facteurs, mais ça empêche que ce déficit-là n'est pas capable de le prendre à bras-le-corps. Et en même temps, l'administration Obama ne peut pas faire comme les administrations précédentes. L'administration précédente qui se dit « le déficit n'est pas grave, on va ouvrir les marchés, on continue à ouvrir les marchés, on va le résorber, il va se résorber naturellement. » Ça ne marche pas, parce que plus j'ouvre les marchés, plus il grossit. Donc, et là, je me trouve dans cette situation un peu tout à fait nouvelle, un déficit qui est quand même considérable, une administration qui n'a pas de stratégie commerciale, du moins dans l'immédiat, et également aussi une situation où ce déficit paraît de moins en moins gérable. Et en même temps, il est de plus en plus lourd pour l'économie mondiale.